Je m'appelle Tori Yves, et pendant 4 ans, ma famille a dit à toute notre église que j'avais disparu. La vérité était bien pire. Je n'avais pas disparu. J'avais simplement arrêté de payer pour la famille qui avait passé des années à m'apprendre que l'argent était le prix de l'appartenance. Puis un mardi matin, mon jeune frère a frappé à ma porte d'entrée bleue. Quand il a vu ma fille de 3 ans debout derrière moi, son visage est devenu complètement blanc. Il la regarda fixement, puis à la photo de l'homme sur le mur de mon couloir et a chuchoté dans son téléphone « Maman, tu dois voir ça ». Elle ne nous l'a jamais dit. 4 ans plus tôt, je vivais à Dayton, Ohio, où je travaillais comme infirmière en soins intensifs. J'étais la première personne de ma famille à obtenir son diplôme universitaire et ma mère me rappelait constamment que c'était moi qui m'en étais sortie. Après l'obtention de mon diplôme, elle m'a donné une enveloppe et m'a demandé de l'aider avec l'hypothèque familiale. Je pensais que c'était une faveur unique. Ça ne l'était pas. Bientôt, il y eut une autre enveloppe, puis une autre. Une fournaise cassée, le camion de mon père, un toit endommagé, la voiture de mon jeune frère. Chaque mois, j'envoyais de l'argent à la maison, généralement environ 400, parfois plus. Je travaillais les jours fériés, faisais des heures supplémentaires et me plaignais rarement. Au moment où j'ai finalement arrêté, j'avais envoyé plus de 100 000 $. Puis j'ai rencontré Caleb. C'était un constructeur qui travaillait dans mon hôpital et il était le premier homme de ma vie qui se souciait plus de savoir si j'avais mangé que de ce que je gagnais. Il a préparé mes déjeuners, m'a attendu après les quarts de nuit et a finalement proposé, avec une clé en laiton, une petite maison qu'il voulait que nous rénovions ensemble. Il a dit oui. Ma mère a immédiatement demandé combien il gagnait. Cela aurait dû être mon avertissement. Je l'ai ignoré. Puis Caleb est mort. Il n'avait que 31 ans lorsqu'un accident de construction lui a coûté la vie. Ma famille n'est pas venue aux funérailles. Ils ont dit que le trajet était trop long. 4 jours plus tard, ma mère m'a envoyé un texto me demandant si le paiement de ce mois serait en retard à cause de tout ce qui se passait. J'ai envoyé l'argent de toute façon. 2 semaines plus tard, je me suis évanouie au travail. Mon ami m'a forcée à faire un test de grossesse. 2 lignes roses sont apparues. J'étais enceinte de 16 semaines de l'enfant de Caleb. Je pleurais mon mari, portant son bébé, et je m'inquiétais toujours des factures de ma mère. Je l'ai appelée. « Maman, je dois arrêter d'envoyer de l'argent. » Elle m'a immédiatement traitée d'égoïste et d'ingrat. Elle m'a rappelé tout ce que la famille avait fait pour moi. J'ai essayé de rappeler. Elle m'a ignorée. Puis j'ai appelé mon père. « Papa, il s'est passé quelque chose. J'ai besoin de toi. » Sa réponse fut silencieuse. « Ne dérange pas ta mère. » C'était le moment où quelque chose en moi s'est finalement brisé. J'ai arrêté d'appeler et ma mère a commencé à dire aux gens que j'avais disparu. Elle n'a jamais eu à dire un mensonge évident. Elle a simplement pleuré à l'église et a dit qu'elle ne savait pas où j'étais. Bientôt, les gens ont commencé à chuchoter. Certains pensaient que j'avais un problème de drogue. D'autres pensaient que j'avais un petit ami contrôlant. Personne ne savait. J'étais à 7 heures de route, enceinte, en deuil, travaillant et essayant de survivre. J'ai acheté une petite maison à Asheville et j'ai peint la porte d'entrée en bleu. Ma fille Marie est née 3 semaines plus tôt. Elle avait les cheveux noirs de Caleb et sa personnalité têtue pendant 4 ans. Nous vivions tranquillement. J'ai travaillé, j'ai élevé Marin, j'ai fait des crêpes aux dinosaures. Chaque mois de décembre, j'envoyais à ma grand-mère June une carte de Noël avec la photo de Marin. Puis grand-mère June est tombée gravement malade. À 22 ans, elle a finalement confronté ma mère. Elle a dit qu'elle n'avait jamais cru que j'avais disparu. Elle croyait que j'avais été effacée. Ma mère a paniqué. Elle voulait que je revienne, mais pas en privé. Elle voulait une réunion publique. Elle a organisé un dimanche de retour à la maison à l'église First Grace et a invité tous ceux qui avaient passé 4 ans. Croyant sa version, mon frère Danny a reçu mon adresse. Il a conduit 7 heures et cela nous ramène à ma porte bleue. Quand Danny a vu Marin, il s'est figé. Puis il a vu la photo de Caleb. Il a vu l'échographie. Il a finalement compris tout ce que notre mère avait caché. Il s'est assis sur mon porche et a pleuré. « Comment est-il mort, Tori ?» Je lui ai raconté toute l'histoire. Avant de partir, il m'a remis une invitation à l'église.
Ma mère voulait que j'y sois. Elle voulait se tenir aux côtés de sa fille perdue et transformer 4 années de mensonges en une belle histoire sur le pardon. J'ai failli refuser. Puis Marin m'a regardé un soir et m'a demandé « Maman, est-ce que j'ai une grand-mère ?» Cette question a tout changé. J'ai réalisé que si je restais silencieuse, ma mère remplirait ce silence d'un autre mensonge. Alors, je suis allée à l'église. Tout d'abord, Grace était remplie de près de 200 personnes. Ma mère se tenait à la chaire vêtue de lavande et tenant un microphone. Elle a parlé de foi, de souffrance, et enfin de retrouver sa fille perdue. Puis elle m'a regardée. « Tori, bébé, viens ici. » Je me suis levée, mais je n'ai pas pris le micro. J'ai simplement dit que je n'avais pas disparu. La pièce devint silencieuse. J'ai arrêté de payer pour 6 ans de dépenses familiales. Puis je leur ai dit le nombre de plus de 100 000. Je leur ai parlé de Caleb. Je leur ai dit que j'avais enterré mon mari en portant son enfant. Je leur ai dit que personne de ma famille en était venu. Je leur ai dit que lorsque j'avais enfin besoin d'eux, personne ne m'a demandé si j'allais bien. Ils ont seulement demandé pourquoi l'argent s'était arrêté. Puis j'ai regardé ma mère. Tu m'as dit que je n'étais pas fatiguée. Tu avais tort. On m'a permis, se racle la gorge, de pleurer. J'ai eu le droit de me reposer et j'ai eu le droit de choisir ma fille. Ma mère m'a regardée fixement. Comment oses-tu ? Mais pour une fois, elle avait perdu le contrôle de la pièce. J'ai pris Maron par la main et l'ai amené à grand-mère June. June posa ses mains tremblantes sur le visage de ma fille. Toute l'église a regardé l'arrière-grand-mère rencontrer l'enfant dont on leur avait dit qu'il n'existait pas. Et soudain, l'histoire de ma mère n'avait plus nulle part où se cacher. J'ai pris Marin et je me suis dirigée vers la sortie. En passant devant ma mère, elle a chuchoté « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille. » Je me suis arrêtée. Puis j'ai dit la phrase que j'avais passé toute ma vie à apprendre. Être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé. Maman. Puis je suis sortie. Sur le parking, Danny m'a rattrapée. Il n'a pas défendu notre mère. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner. Il n'a pas demandé d'argent. Il a simplement regardé Marin et a demandé « Puis-je venir la voir ?» J'ai dit « Les dimanches ? N'apportez rien ?» Il hocha la tête. 6 semaines plus tard, grand-mère June est venue à Asheville. Elle s'est assise sur mon Porsche bleu pendant que Marin apprenait à enfiler une aiguille. Mon père m'a finalement envoyé une carte. Je suis désolée d'avoir détourné le regard. Je l'ai gardée. Je n'ai pas encore répondu. Ma mère a finalement démissionné de son poste à l'église. Certains parents ont tranquillement commencé à rembourser d'anciennes dettes. D'autres ont disparu de ma vie. Et pour la première fois, j'étais d'accord avec le fait de perdre des gens parce que j'ai enfin compris quelque chose. L'amour ne devrait jamais ressembler à une facture. La famille ne devrait jamais vous faire payer votre place à table. Hier, Marin et moi avons repeint notre porte bleue. Elle a mis de la peinture sur son nez et ses vêtements, puis s'est reculée et a souri. « Maman, c'est à nous. » J'ai regardé cette porte et j'ai souri. Elle avait raison. C'était à nous. Pendant 4 ans, ma famille a dit à tout le monde que j'avais disparu. Mais je connais la vérité maintenant. Je n'ai pas disparu. Je me suis choisie moi-même. Et parfois, s'éloigner des gens qui continuent de vous faire du mal n'est pas un abandon. Parfois, c'est le premier véritable acte d'amour que vous vous donnez. Donc, si vous êtes toujours celui qui envoie l'argent, passe les appels, s'excuse en premier et se soucie de tout le monde alors que personne ne vous demande comment vous allez, souvenez-vous de cela. Vous êtes autorisé à vous arrêter. Vous êtes autorisé à vous reposer. Vous êtes autorisé à choisir votre propre vie. Parce que les gens qui vous aiment vraiment ne vous feront jamais payer pour appartenir. Et s'ils le font, qu'ils gardent la facture. Tu gardes la porte.